Bonjour à toutes et à tous. Vous l'attendiez comme le Messie. C'est le retour, c'est la rentrée du bistrot d'Alain LOSC, c'est la rentrée du LOSC. Donc forcément, le bistrot d'Alain LOSC revient. Le bistrot, je vous rappelle le concept, une émission diffusée sur le web, sur Twitch et sur le Facebook du groupe Alain LOSC. Une émission regroupant des supporters et qui refait l'actualité chaque semaine de notre club favori. Des intervenants réguliers, donc des piliers de bistrot. Ce soir, nous avons Christophe D. On va l'appeler Christophe parce qu'il n'y a qu'un seul Christophe, c'est un événement. Donc ce soir, bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Vous avez Stéphane qui nous rejoint cette semaine. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Julien qui est en vacances. Donc on a eu beaucoup de problèmes pour trouver du monde ce soir parce que tout le monde partait en vacances. Mais Julien est un passionné. Il nous contacte même quand il est en vacances. Bonsoir Julien. Exactement. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je suis là et avec vous. Vous reconnaissez également Arnaud, donc le réalisateur de l'émission, donc responsable du site Allez le LOSC et qui est notre référent technique et qui ce soir interviendra beaucoup dans l'émission. Il a beaucoup à dire. Bonsoir Arnaud. Alors, au sommet, je vais présenter l'invité. Nous avons un invité cette semaine, c'est Damien. Damien qui représente la page Facebook DBC. Alors, bonsoir Damien. Salut tout le monde. Alors, je vais présenter le sommaire et ensuite on découvrira un petit peu les secrets de la page DBC qui est très connue des internautes supporters du LOSC et donc forcément des fidèles auditeurs du bistrot d'Allez le LOSC. Alors, au sommaire ce soir, nous commencerons par faire le bilan de l'intersaison. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous confiant? Les supporters sont très partagés et les piliers de bistrot le sont également. Donc nous aurons l'occasion de refaire l'intersaison du départ de Christophe Galtier au Trophée des Champions. En deuxième partie, nous reviendrons sur le match Metz-Lille, une rentrée en passant par la Lorraine. Ça sent vraiment le titre écrit avant le match, donc tout à fait neutre. Et en troisième partie, nous évoquerons le prochain match Lille-Nice. Donc Lille-Nice, une Pierre-Mauroy qui accueille le Galtierico. Le retour de Christophe Galtier à Pierre-Mauroy. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les chances des uns et des autres? Comment accueillir Christophe Galtier? Les débats seront ouverts. Donc, Damien, tu représentes, tu es un des co-animateurs de la page Facebook DBC, qui veut dire drogue, bière et complot contre le LOSC. Alors, j'ai une première question. Qui êtes-vous? Êtes-vous simplement des supporters du LOSC passionnés d'écriture ou êtes-vous des alcooliques drogués qui ourdissaient régulièrement des complots contre notre club favori? Salut à tous. Alors déjà, au nom de tout le monde, on est trois. On est très content d'être dans le bistrot parce que c'est une émission qu'on a suivie l'an dernier assidûment et dans laquelle on s'est retrouvés parce que ça parle de foot un peu au-delà des polémiques un peu idiotes qu'on entend parfois sur certaines ondes. Et on était très contents que pour une année exceptionnelle comme on a vécu, on ait du football dit intelligemment. Alors qui on est? Donc on est trois. Il y a moi, Damien. Il y a Thomas qui est le vrai papa du site, en tout cas le créateur. Et puis il y a Denis. Donc on a 37, 40 et 31 ans. On est des supporters du LOSC. On a commencé à fréquenter Rimont-Près dans les années 90, donc à notre adolescence, vu nos âges. Donc des années compliquées, les années de vache maigre en D1. Après, on a connu la D2. Et ça a rendu d'autant plus fabuleuses les années Vaïd. Donc nous, on a été très marqués par ça, une socialisation footballistique un peu au 0-0, au but de Racro, à la 87e contre Marty qui nous rendait heureux. Après, on boit de la bière, on n'est pas alcoolique pour autant. Bon, le nom du site révèle en fait qu'initialement, il avait pour but de proposer des articles un peu absurdes qui visaient à démontrer avec beaucoup de mauvaise foi qu'il y avait un complot contre le LOSC. Et puis en fait, à mesure qu'on a alimenté ce site, on l'a de plus en plus documenté. Alors c'est sans doute lié à nos formations professionnelles parce deux d'entre nous sommes universitaire, donc on a l'habitude de lire, d'écrire. Le troisième ne l'est pas, mais il est aussi très socialisé aux questions de lecture, aux sciences sociales, etc.
Donc il y a toujours sur le site des articles pas très sérieux à prendre au 8e degré, mais il y a aussi des analyses. Et puis voilà, à mesure qu'on racontait nos souvenirs, ça nous a semblé naturel de les documenter et puis de comprendre comment un club fonctionne globalement, quoi. C'est-à-dire pas uniquement via sa vitrine, les joueurs, l'équipe première, mais aussi montrer que le football, il est dans son environnement, quoi, social, politique, économique. Il en est même parfois à l'avant-garde, hein. Je pense qu'à Lille, on est bien placé pour savoir ça en matière financière. Donc voilà, modestement, on essaye d'apporter une contribution, bon, qui est parfois un peu décalée, mais qui est avant tout passionnée. Alors, c'est pas seulement de l'humour ou du sentiment personnel, parce qu'il y a parfois des articles qui sont sacrément travaillés. Je pense notamment récemment à l'article sur la situation du club avec le contexte Lopez, le contexte rachat par Merlin Partner. Il y avait beaucoup de travail dans cet article. Ouais, alors en l'occurrence, deux d'entre nous sommes très familiarisés aux questions économiques, donc c'est beaucoup de lecture, c'est la lecture des comptes annuels du LOSC, du moins quand ils sont publiés. Et puis c'est des réflexions issues, je pense, de nos formations universitaires et professionnelles. Après, oui, il y a beaucoup de travail. On publie pas un article sans qu'on les relue plusieurs fois, sans qu'il y ait plusieurs lectures, sans qu'on ne s'assure pas qu'il n'y ait pas de diffamation ou d'arguments qui ne soient pas étayés. Enfin, on essaie d'être responsable, en fait, hein, dans la mesure où, de toute façon, en tant que... Enfin, je pense qu'on dépend du droit de la presse et qu'on est attaquable sur certains points. Donc, on fait vraiment attention à ça. Et ouais, enfin, notre but, modestement, c'est de documenter, d'apporter de la réflexion. Après, on est d'accord ou pas. Mais vraiment, l'ambition, c'est de proposer une argumentation, quoi, et pas d'asséner une opinion invérifiable, comme on le voit un peu trop souvent sur d'autres médias. Est-ce que parmi les piliers, il y a des questions à poser à Damien? Et Julien, je te sens motivé. Ouais, carrément, parce que je suis très, très fan de DBC et j'ai essayé de porter la bonne parole autant que je pouvais, de partager avec beaucoup de mes amis qui sont devenus fans aussi. Moi, je vous trouve une vraie parenté avec SoFoot, surtout dans les interviews au long cours. Si je te dis ça, tu le prends bien? Tu le vis comment? Ouais, j'aime pas trop l'usage des réseaux sociaux de SoFoot, mais sur les thèmes et sur parfois le côté un peu décalé et sur la Je parle du profondeur. journal papier. Je parle du Ah journal ouais. papier, tu Ouais, vois, non. où on essaye d'aller faire du social. Si on parle de Manchester City, on va aussi parler d'Oasis, on va parler de la ville de Manchester et on va parler de l'impact d'un club comme City au sein du club. Et quand je lis vos interviews avec énormément de questions qui vont un peu dans tous ces champs, je retrouve cette parenté-là. Mais peut-être à tort, c'est pour ça que je te pose la question. Non, j'accepte volontiers la parenté. Enfin, nous, on a été très, très, très lecteurs de SoFoot et des cahiers du foot. Enfin, tu vois, bon, déjà, merci pour ce que tu as dit. Et enfin, vraiment, cette façon de parler football, vraiment en replaçant le foot dans son environnement, enfin, comme je le disais en introduction, vraiment montrer que le foot n'est pas en apesanteur sociale et qu'il est vraiment inscrit, ne serait-ce qu'à travers la trajectoire des joueurs, dans un environnement, dans des choses qui méritent d'être racontées et qui permettent de placer le foot dans une perspective sociale ou politique. Enfin, quand on a interviewé Jason, par exemple, je pense que c'est quelqu'un, Jason Dupoil, qui a vraiment une trajectoire intéressante, familialement, scolairement, professionnellement. Et ouais, nous, on prend le temps Enfin, on prend le temps. On peut se permettre de prendre le temps parce qu'on fait ça bénévolement. Donc, on n'a pas non plus les contraintes d'une rédaction, les contraintes qu'ont les journalistes. Donc, c'est un luxe qu'on a et qu'on prend volontiers. Donc, ouais, comprendre en fait les trajectoires sur le temps long et aller dans le fond des choses quand c'est possible. Ouais. Donc, oui, la parenté, on la prend volontiers. Et c'est rigolo parce que, en te posant la question, je pensais à cette interview de Jason, qui est certainement l'interview que j'ai préférée, alors que je le connais, alors que j'ai bossé avec lui au club en 99 et en 2000, et j'ai encore découvert des trucs et je l'ai trouvé vraiment génial, quoi. Merci beaucoup. Ouais, on essaye de faire ça à chaque fois, et c'est aussi lié, je pense, à ce que je disais précédemment, c'est que deux d'entre nous sommes très habitués à faire parler les gens dans le cadre de nos travaux, enfin des entretiens sociologiques, hein, où on fait parler les gens sur leur vie. Et donc, je pense que c'est pas une déformation professionnelle, parce que quand je dis déformation, ce serait plutôt un défaut, mais c'est plutôt une qualité professionnelle de transposer ça au football et de montrer qu'on peut parler aussi de foot pour encore une fois, les liens avec des choses qui nous parlent tous, quoi, et montrer que les sportifs sont pas que des sportifs. Enfin, il me semble que c'est ça qui est intéressant de décaler un peu le regard et de montrer la profondeur et la richesse des personnalités aussi. Bon, ben écoute,
Écoutez tous, en tout cas, on est ravis de ta venue au Bistro Elos parce qu'effectivement, comme tu le disais, on ressent nous aussi beaucoup de points communs finalement entre notre façon de traiter notre club favori. Je retrouve même pour les plus anciens d'entre nous parfois je ne sais pas si tu connais, mais des accents de FRSF dans vos propos. FRSF, c'était un groupe sur les newsgroups qui parlait de football en règle générale avec un ton un peu décalé. Bon, je retrouve ça aussi un peu, ce qui rend cette lecture effectivement forcément sympathique et on est ravis de t'avoir au bistrot et sachez, a priori, la porte sera régulièrement ouverte si vous le désirez. Je vous propose de passer à la première partie de cette émission, donc le bilan de l'intersaison, inquiet ou confiant. Donc on a beaucoup de supporters qui sont inquiets, voire très inquiets par notamment le changement d'entraîneur et la perte annoncée ou constatée de joueurs. Certains ont pu être rassurés en partie par le match du Trophée des Champions, mais il y a une vraie inquiétude qui se retrouve d'ailleurs au sein du bistrot. On a deux clans, on a un camp de très inquiets et un camp de plus optimiste. Alors, je vous propose de faire un tour de table. On va peut-être commencer par un des plus inquiets parmi nous, Arnaud. On va te laisser la parole. Comment as-tu vécu cette intersaison et cette digestion du titre de champion de France? C'est l'histoire, c'est pas. Je suis pas très inquiet de l'équipe. Je suis inquiet sur deux postes, sur le poste de gardien et sur le poste d'entraîneur. Parce qu'on nous avait vendu pas du rêve, mais presque, quand le président de l'Étang nous annonçait que ça allait être un entraîneur expérimenté et blablabla et blablabla. J'ai refait un peu toutes les stats de Gourvenec, expérimenté dans le cours. Parce qu'en fin de compte, moi j'ai regardé un peu tous ces matchs. Il a 167 matchs en amateur et en Ligue 2 et 217 matchs en Ligue 1. Il a pris une dizaine de matchs en Coupe d'Europe. Moi, j'appelle pas ça expérimenté réellement. Après, il a une Coupe d'Europe aussi. Il a joué 10 matchs en Coupe d'Europe, c'est pas énorme. J'ai vu ça après toutes les statistiques. Et quand je regarde les matchs en Ligue 1, son taux de victoire est de 33%. Sur les 217 matchs en Ligue 1. Je trouve ça un peu limite pour quelqu'un qui doit reprendre la relève de Christophe Galtier. Et surtout comme un club comme Lille qui est champion de France et qui veut être dans le top 3 cette année, je suppose. Exemple, j'ai pris par exemple Galtier. C'est vrai que Galtier a plus d'expérience. Déjà d'une part, il a 513 matchs en Ligue 1 et 45% de victoire. Donc déjà une bonne différence. C'est ça qui m'inquiète. Après au niveau gardien, on savait tous que Maignan allait quitter le club. Donc ça, il n'y avait pas de problème. On savait tous que c'était fini pour Maignan et qu'on allait avoir un autre gardien. On devait prendre le temps. On avait le temps de prendre plusieurs profils différents. Et là, en fin de compte, c'est comme si on a pris celui qui nous restait sous les bras, parce que Lucas Chevalier partait à Valenciennes, le Grec était blessé, il restait plus qu'un, c'est Jardim, on va le prendre. Et puis voilà, on va le tester. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Moi, dans l'équipe générale, après, il y aura sûrement encore des départs. Hein. Il y a, d'après ce que j'ai compris, Zéli qui pourrait partir, Sanchez aussi. Il y en aura peut-être encore d'autres qui vont partir, mais bon, pour l'instant, sur l'équipe même, ça va, à part le gardien et l'entraîneur. Donc voilà, donc essentiellement des inquiétudes concernant l'entraîneur et le gardien. Quelqu'un a un avis plus positif qui veut prendre la main? Christophe. Moi, je veux bien. Déjà, moi, les stats, je m'en cogne, hein, donc j'en parle jamais. Donc, bon, c'est pas une stat qui va faire peur. Après, Gourvenec, j'aime beaucoup le personnage. Alors, on parlait des gens qui sont un peu plus, qui est un peu plus ouvert qu'au monde du football. On est typiquement dans le type de Gourvenec, qui est quand même quelqu'un qui est plus qui est ouvert, qui est cas de très humain, qui est plus riche que simplement entraîneur de foot. Mais contrairement à ce que disait Arnaud, Gourvenec, c'était déjà un très très bon joueur de foot. Ça ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas dire que c'est un joueur amateur ou je ne sais pas quoi. C'était un super joueur de foot. Et puis, Gourvenec, il a cette culture nantaise en lui qui est intéressante et qu'il essaiera de mettre en place, je pense. Il n'y a qu'à voir sa réaction après le match de Metz, mais je spoil un peu, mais il a dit on joue un peu trop intérieur sur les remises intérieures et ça peut être dangereux. Oui, en effet, ça, il faut les faire quand on est sûr. Mais bon, voilà, donc c'est quelqu'un qui tactiquement se connaît son métier. Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Le gardien, j'en sais trop rien. Je sais qu'on l'a prêté à Boavista pour s'aguerrir. Si on l'a fait rentrer, c'est qu'il était bon.
si on a vendu Kofi à Charleroi plutôt que de prendre Kofi, bah, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà, j'en sais pas, je suis pas à la direction du club, mais on verra bien. Mais pour le reste de l'équipe, il n'y a pas eu trop de changements. Je pense qu'il y aura encore une ou deux ventes, une arrivée, et puis voilà. Je pense qu'on n'est pas le groupe pas si mauvais que ça. On sera peut-être pas champion cette année, mais je pense qu'on va encore faire une belle saison. J'ai pas trop de crainte là-dessus. Stéphane, tu es plutôt verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Bah, je serais un peu au milieu. J'attends. Encore un petit peu tôt par rapport à l'équipe. Ouais, si on vend pas grand monde, un joueur ou deux, encore après, il faut voir qui est-ce. Je pense que l'équipe, ça sera pas trop mal. Après Gourvenec, bon, je suis un peu d'accord avec Christophe. C'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que c'est aussi ce type de profil que l'État en recherchait. Quelqu'un qui soit un intermédiaire, qui vienne avec son savoir, qui manage, un manager quoi, en fait. Maintenant, c'est un peu la mode. C'est plus les Giroud, mais c'est quelqu'un qui se focalise uniquement sur la gestion du vestiaire. Le seul petit doute que j'ai, c'est sur le charisme, la force de caractère de pouvoir gérer des gros caractères comme Bourak ou d'autres. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus fluide, mais quand on a des joueurs qu'on ne fait pas jouer, des choix à faire, et que la roue coince un peu, que les résultats sont peut-être moins présents, là il faut quelqu'un j'y verse pas, donc là je sais pas. On verra là-dessus. Sur la culture foot, oui, non, il n'y a pas de problème. J'ai bien aimé son coaching de samedi, là, dimanche. Gardons-en pour la fin de l'émission. C'était ce qu'il fallait faire. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était ce qu'il fallait faire. Et il a pris même beaucoup de risques. Donc, c'était pas mal. Côté gardien, je suis plus mitigé, là, parce que c'est vrai que, comme le disait Arnaud, là, et là, je suis un je comprends pas les choix de réserve que l'on avait si c'était pas pour mettre quelqu'un en avant quand Maignan partait, quoi. Donc là, je pense qu'il y a une fausse note. Jardim peut faire le boulot sur quelques matchs, mais je pense pas sur la saison. Il me semble, alors après je peux me tromper, hein, mais il me semble léger. Julien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu es du côté des positifs ou des négatifs? Alors, comme Stéphane, je pense qu'il est trop tôt. Il reste 21 jours, donc il reste 3 semaines pour que ce mercato d'été post-Coupe d'Europe, qui sont toujours des mercatos plus tardifs, se mettent en branle, parce que pour l'instant, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose chez nous. Donc, je crains toujours des départs et des départs importants. Finalement, si tu perds Iconé, tu perds Sanchez, c'est pas exactement la même équipe, la même profondeur de banc, donc ça peut être embêtant. Je nourris les mêmes craintes qu'Arnaud et Stéphane sur le gardien. J'ai regardé les matchs amicaux sur YouTube. Jardim est d'une faiblesse confondante au pied, et on avait un gardien l'an dernier qui s'appelle Mike Maignan, qui était ambidextre, qui relançait aussi bien du pied de gauche que du pied droit. Et sans déconner, il n'a pas mis beaucoup de ballons en touche. C'était vraiment le premier défenseur, le premier relanceur. Et quand tu veux jouer vite, et c'est ce que veut faire le LOSC encore cette année, puisqu'on est basiquement sur les mêmes schémas de jeu, on veut relancer très vite avec une défense solide, bah, tu as besoin d'un gardien moderne qui a un bon jeu au pied, ce que n'a pas Jardim. Et je ne vois pas comment il va développer ça en quelques mois cette saison. Donc je suis très inquiet sur ce poste-là. En revanche, sur Gourvenec, je suis vachement aligné avec ce que dit Christophe. C'est un mec cérébré, c'est un mec qui a le jeu à la nantaise dans les veines, c'est quelqu'un qui est intéressant, va bien au-delà du football dans ses prises de parole, ce que faisait Galtier, et il y a une vraie continuité dans les personnages finalement. Parmi les entraîneurs les plus intéressants à écouter parler, il y a toujours eu, pour moi, après on ne peut pas être d'accord, mais il y a toujours eu Galtier-Gourvenec, depuis toujours, et c'est pour ça, vous le savez, que je suis un amoureux de Galtier, parce que j'ai toujours aimé ses prises de parole, j'aime le bonhomme qu'il est et ce qu'il peut raconter, et Gourvenec a les mêmes qualités, donc il me plaît beaucoup, et je suis aligné avec Stéphane, sur ce premier match, les choix qu'il a fait sont loin d'être débiles, et juste c'est peut-être anecdotique, mais je pense que ça l'est pas, le fait qu'il ait attendu les joueurs dans le couloir, qu'il les ait tous embrassés,
il y a quelque chose qui est en train de prendre, et peut-être que quelque part, ce charisme peut-être un peu moins marqué que chez Galtier, il vient aussi le compenser par ça, par cette affection, cette proximité qu'il essaye de créer, et le voir embrasser tous les joueurs comme ça, alors qu'il est avec eux depuis quoi, 3 semaines, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé ça super et ça m'a vachement rassuré. Damien, quel est ton avis sur cette intersaison? On voit donc parmi les piliers de Bistrot 2 sujets, est-ce que le gardien et l'entraîneur? Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu trouves que Jardim est peut-être le point faible cette année où tu as confiance en lui? Est-ce que tu crois que Gourvenec peut apporter quelque chose de plus que Galtier, à part le fait que maintenant Marcelo Gallardo peut venir au Stade Pierre-Mauroy tranquillement sans crainte pour sa sécurité? Quel est ton avis sur cette intersaison? Alors, la question initiale était sur la confiance ou l'inquiétude. Alors, je pense que la confiance ou l'inquiétude se définit par rapport à un objectif lointain. Alors, si le LOSC avait déclaré que l'objectif était d'être champion, là, oui, je suis inquiet. En l'occurrence, c'est pas le cas. Et je pense qu'il faut accepter que Lille ne va pas vivre une période de vache maigre, mais va en tout cas être sur un standing un peu moindre que sur ces dernières années. Et une fois qu'on a accepté ça, moi je suis assez confiant sur la saison, sur le fait de finir sans doute européen. Je pense que c'est un objectif raisonnable et voilà. Enfin, les sentiments qu'on a sont par rapport aux ambitions qu'on se pose, quoi. Alors après, Gourvenec, quand il a été nommé, j'avoue que j'ai été surpris parce qu'il y avait d'autres noms un peu plus ronflants qui avaient circulé. Mais encore une fois, je rejoins ce qui a été dit. Je trouve que c'est quelqu'un de très posé, de très réfléchi. Je trouve qu'il a justifié ces périodes de chômage, entre guillemets, en disant qu'il avait pris du recul, il a repris une formation. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une réflexion là-dessus et qui est un entraîneur moderne. J'ai beaucoup aimé ses premières prises de parole, son coaching, on en parlera après. Et après, sur le gardien, alors, de l'extérieur, il y a effectivement, moi, j'ai pas trop vu jouer Jardim, je l'ai vu jouer qu'une fois, puis je l'avais vu en Coupe de la Ligue à Monaco quand il avait été aligné. Il y a effectivement une sorte de tergiversation là-dessus, ça c'est indéniable. Alors, on a l'impression que le club subit un peu là-dessus, hein, où on sent qu'il cherche quelqu'un et que malheureusement ça marche pas. Après, le poste de gardien de but, c'est un marché très particulier. Donc oui, là, il y a une petite interrogation sur le poste de gardien. Oui. Alors, moi, je partage un peu ces sentiments. Je suis plutôt positif par rapport notamment à la question de l'entraîneur. Vous savez que d'abord, j'ai jamais cru à certains noms ronflants qui étaient annoncés par la presse et par les médias. Hein. Pour moi, Laurent Blanc, ça a toujours été une chimère, financièrement parlant. C'était quasiment impossible. Vieira, j'aurais trouvé ça nettement pire que Gourvenec. Ranieri, c'était pour faire une pige, pourquoi pas, mais ça coûtait cher également. Et finalement, Gourvenec, je trouve que dans les choix possibles pour le LOSC, c'est un des choix qui est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas certainement le plus intéressant. Et ce que je regrette, et je me permets de faire un petit coup de gueule, c'est quand même d'avoir constaté son accueil sur les Internet et les réseaux sociaux, qui a été déplorable par les supporters. Je le dis carrément. Hein, on peut ne pas apprécier, on peut être déçu de l'arrivée de Gourvenec par rapport au nom qui était annoncé, mais je pense qu'on n'accueille pas un entraîneur avec cette espèce de crier général sur les réseaux. J'ai trouvé ça très regrettable et en tout cas très loin de l'image que j'ai des supporters du LOSC. On peut, je répète, hein, individuellement avoir son avis qui peut être tranché, mais on peut pas se permettre d'accueillir quelqu'un qui va nous accompagner pendant 2-3 ans de cette façon. Je trouve ça pas très très sympa et pas très sportif en tout cas. Et donc ça, concernant le gardien de but, je suis aussi partagé que vous. Je suis un peu déçu par les premiers matchs, effectivement. Sur le match de Metz, on y reviendra tout à l'heure, il n'a pas finalement été extrêmement décisif. Sur les matchs, il fait un bon trophée des champions, il fait quelques erreurs de relance au pied, il fait quelques... Mais bon, il est aussi dans une défense qui est, je ne vais pas dire en reconstruction, mais qui s'est reconstruite progressivement avec les arrivées des uns et des autres. Donc il faut lui laisser le temps de s'adapter également. Maintenant, est-ce qu'il faut un gardien plus chevronné? Peut-être, mais en tout cas,
comme le disait Damien, le marché des gardiens est extrêmement particulier et extrêmement limité. Et je pense qu'il ne faut pas un gardien pour un gardien. Il faut vraiment un gardien qui puisse apporter quelque chose en expérience, en maturité, et pas prendre un gardien. On a cité des noms de gardiens qui sont deuxième, troisième gardien dans des grands clubs européens. Moi, personnellement, je ne les ai jamais vus jouer et je ne suis incapable de dire aujourd'hui s'ils sont meilleurs ou moins bons que Jardim. Enfin, je vous défie de prouver le contraire. Donc voilà, c'est un peu ce sentiment qui, moi, m'a un peu déçu sur cette intersaison. Mais comme le disait également Damien, je crois que l'objectif, c'est pas de regagner le titre, hein, c'est de terminer dans les 5 premiers, terminer européen, comme l'année dernière. S'il y a une opportunité, elle sera saisie. Si elle n'est pas là, on se contentera de la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième place. Il faut gérer cette année de cette façon, mais il faut surtout pas se voir plus important qu'on ne l'est. On est un des meilleurs clubs français, mais on reste un des meilleurs clubs français, pas forcément le meilleur, même si on était champion de France. Donc il faut savoir raison garder. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Julien ? Ouais, juste une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Et l'accueil de Gourvenec, une double réflexion, c'est d'abord que ça a été un mauvais accueil sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter. Donc, j'aimerais juste qu'on comprenne, parce que nous, on est très connectés, tous là à l'écran, on suit beaucoup Facebook, Twitter, tout ce qui sort, et toute la journée, on s'en parle. Je pense que c'est une chambre d'écho qu'il faut venir aussi relativiser, parce que tout le monde n'est pas sur Twitter. Ce qui est certain, c'est qu'il y a certains leaders d'opinion qui ont été excessivement déçus par l'arrivée de Gourvenec, parce qu'on annonçait beaucoup de noms ronflants. Et j'aimerais rendre un hommage ce soir à Baptiste, c'est pas là ce soir, notre petit Baptiste de tout juste 18 ans, qui a fait un live tweet incroyable, parce qu'il y a eu plus de 120 personnes, mais ce qui était intéressant sur ce live tweet, le soir de l'arrivée de Gourvenec, c'est qu'il y avait tous les leaders d'opinion du Twitter lillois. C'est-à-dire que tu avais tous les mecs qui ont plus de 2000, 3000 followers et qui supportent le LOSC dans ce live tweet, et il a invité un ancien journaliste d'Angers, de Guingamp, qui a expliqué qui était Gourvenec, ce qu'avait fait Gourvenec pour Guingamp. Il a remis les qualités de Gourvenec en perspective, et tout est redescendu. Le mec qui avait mis sa pétition contre Gourvenec l'a enlevé. Les gars qui étaient contre Gourvenec dès le lendemain, c'est-à-dire 12 heures après, ont vraiment redescendu d'un cran. Et c'est là où tu te rends compte que vraiment, les réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho, et ça peut redescendre aussi vite que c'est monté, comme un soufflé au fromage. Et c'est ce qui s'est passé. Et vraiment, bravo à Baptiste, parce que Baptiste a permis ça avec ce live tweet ce soir-là, parce que dès le lendemain, tous les mecs sont descendus d'un cran en disant « Laissons voir, on va voir, finalement, c'était pas si pourri, c'est peut-être pas si bidon que Gourvenec ». Et aujourd'hui, moi, je suis persuadé, il n'y aura pas un sifflet au stade pour son premier match, et ça va très bien se passer, tu vois. Ah, je voulais rebondir là-dessus. On était la semaine dernière avec Stéphane à la réunion de supporters à Luchin, où le Gourvenec était présenté finalement aux sections de supporters. Je laisse confirmer Stéphane, mais l'accueil des supporters, des responsables de section était plutôt positif vis-à-vis de Gourvenec. On n'a pas eu, même avant leur arrivée, des commentaires désobligeants. Les sections étaient en tout cas derrière leur entraîneur et derrière le président. Stéphane, tu confirmes ? Je confirme, on avait gagné le trophée des champions aussi, mais je confirme. Ouais. Oui, non, mais c'est venu. Ouais, je le disais en introduction, ouais. Le trophée des champions est venu rassurer les derniers sceptiques. Ouais. Pas complètement, parce qu'il y a toujours des inquiétudes, mais ça a quand même été un élément positif, comme le sera certainement le but de Burak, qui n'est d'ailleurs pas un but de Burak, à la 96e minute. Voilà, le repas est bientôt prêt, Julien. A priori. C'est la tarte à la crème. Il y a Sven Botman qui passe derrière. Voilà. Donc, je vous propose, il est 20h48, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Avant cela, j'ai oublié de le préciser en introduction, nous l'avons annoncé dans la présentation de cette émission. Cette année, il y a une nouveauté. Il y a un jeu concours. Vous, les internautes qui êtes en direct sur l'émission, vous pouvez répondre en direct sur le chat de la chaîne Twitch ou sur les commentaires Facebook. Donc, Arnaud nous donnera en fait les résultats. La question, elle est simple. À part Okidja, donc vous ne citez pas Okidja, pouvez-vous citer 3 gardiens de but qui ont joué à la fois au LOSC et au FC Metz? Un indice, parmi les 3, il y a 2 gardiens
qu'on peut considérer comme emblématique du LOSC, et un gardien un peu moins connu, mais qui est dans une histoire récente, a fait quelques matchs avec notre club favori. Top, vous pouvez y aller sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Arnaud, est-ce que c'est actif? Est-ce qu'il y a du monde malgré cette période de vacances? Arnaud avait oublié qu'il devait s'occuper des réseaux sociaux. Non, j'avais coupé le micro, c'est ça. Non, mais c'est il y a sur Twitch, il y a beaucoup de réactions, que ce soit sur Gourvenec ou sur le gardien. C'est vrai qu'il y a Rico qui dit sur les non ronflants, par le passé, on a quand même eu Bielsa qui était là, donc on a eu ça aussi. Et après, quand Galtier est arrivé, certains ont tiqué. Bon, c'est vrai qu'on a vu ça, mais après, moi j'ai vu les stats de Galtier, je m'inquiétais pas non plus réellement. Après, ah c'est vrai. Les stats de Bielsa, c'était quoi? Ah, c'était affreux. Rien gagné. Après, c'est vrai que Loski dit que ça, Gourvenec, c'est quand même une déception quand même, parce que peu de vécu, peu de références, et un bilan très moyen. Pour un champion sortant, et par rapport au standing du club, on était dans le droit de s'attendre mieux. Ça, c'est vrai que... T'as demandé à tes potes de nous suivre sur Twitch. Non, même pas. Non. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, après, il y a ça aussi. Après, c'est vrai qu'on dit que Fabre aurait été bien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Fabre. Ouais, moi j'étais partisan pour lui. Ouais, moi aussi, parce qu'il a l'expérience de la Coupe d'Europe aussi, donc... Fabre, international, ouais. Fabre, on l'annonce à chaque changement d'entraîneur à Lille. Ouais. À chaque fois, il n'y a pas de contact, ou très peu, et à chaque fois, il ne vient pas. D'ailleurs, cette année, Fabre, on l'a annoncé quasiment partout, et il a choisi aucun club. Donc, ça fait partie, c'est ça. Moi, en fait, j'ai pris l'habitude pendant les trêves estivales de me couper complètement des réseaux sociaux, de lire les infos, mais pas du tout les analyser, parce qu'au bout d'un moment, ça ne sert à rien, parce ça monte en flèche et ça redescend tout de suite. Donc, le plus simple, c'est de relativiser tout ça. Mais c'est vrai que Favre, c'est une piste qui aurait pu être intéressante, mais c'est pareil, est-ce que c'était cher? Est-ce qu'il y a eu des vrais contacts? J'en sais rien. Et aujourd'hui, l'entraîneur, c'est Gourvenec qui, même si ses stats sont moins bonnes que celles de Galtier, mais encore faudrait-il les comparer à l'arrivée de Galtier à Lille. Ouais, en termes de palmarès, c'est quand même un entraîneur qui, en début de carrière, a fait monter Guingamp de National à la Coupe, à la Ligue Europa, et qui a passé d'ailleurs le tour de poule. C'est quand même un exploit. Il a gagné une Coupe de France, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il est parti à Bordeaux avec une première année qui était extrêmement satisfaisante, une deuxième année un peu moins, je connais pas le contexte. Et ensuite, il a été rappelé à Guingamp pour une dernière saison, à la 8e journée, après 7 défaites consécutives. Il n'a pas réussi de miracle, donc on a une information, Gourvenec, c'est pas le Messi. Mais en tout cas, il a fait, malgré une saison où il est descendu, il est quand même arrivé en finale de la Coupe de la Ligue. Damien, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je tiens à dire aussi qu'avec Guingamp, il a terminé deuxième de son groupe d'Europa League, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait pire, aucun entraîneur du LOSC n'a fait mieux. C'est-à-dire que Garcia, à 2 reprises, et qui avait d'autres en Europa League, Galtier cette année, on n'a jamais fait mieux que deuxième finalement dans ce groupe-là. Donc je pense que c'est d'autant plus remarquable avec une équipe comme Guingamp, qui est pas une équipe, c'est pas des foudres de guerre, ils l'ont jamais été. Je pense qu'on peut souligner qu'il a quand même fait des performances moyennes plus, avec une équipe moyenne moins. Voilà, et il a été nommé au trophée UNFP parmi les 3 meilleurs entraîneurs. Alors, j'ai plus l'année en tête, mais il a quand même été nommé donc, par ses pairs, par des mecs qui connaissent un peu mieux le football que nous, parmi les 3 meilleurs entraîneurs de l'année. Alors, dans les échanges qu'on a eus avec lui récemment, un de ses objectifs, c'est la Coupe d'Europe. Faire mieux que ce qui a été fait avec Lille. Donc, c'est très bien, mais j'espère que ce ne sera pas au détriment du championnat, puisqu'on connaît la difficulté d'associer les deux compétitions. Mais son objectif, c'est la Coupe d'Europe. Arnaud, est-ce qu'on a des premières réponses pour le jeu? Non. Le jeu, oh là là. Je vous rappelle, il y a une place en tribune active à gagner pour le match Lille-Nice, pour le Galtierico. Une place en tribune active. Alors, il y a 3 conditions. Répondre à la question, donc, quels sont les 3 gardiens de but ayant joué à la fois à Metz et à Lille
à l'exception de Ukidja, qu'on n'a pas le droit de citer. Donc la question est là. Première condition. Deuxième condition, c'est être présent samedi à 17h au stade Pierre-Mauroy. Et troisième condition, bien sûr, c'est présenter son passe sanitaire, parce que je vous le rappelle, pour aller au stade, il faut avoir un passe sanitaire. Ah, je pense que j'aurais bientôt une réponse. Il a cité 2 pour l'instant. Ah. Et en Le sachant troisième. qu'un pass sanitaire, ça peut être seulement un test PCR, voire un test antigénique à 5,20 € à la pharmacie. Voilà, ça c'est pour rassurer les mecs qui n'ont pas encore leur vaccin. Ah, donc pour l'instant, il y a deux réponses. Alors, quelles sont les premières réponses? Alors, il y a Loski qui dit 20B et Butel. Bravo. Ouais. Donc, on va attendre de voir le troisième. Ouais. S'il a trouvé. Alors, c'est marrant, c'est pas ceux-là que je pensais les plus faciles. Non, mais bon. On verra bien par la suite. On va poursuivre. On verra effectivement. Qui a fait cette réponse? Loski. Alors, Sur Loski, Twitch. il t'en reste un à trouver. Google est ton ami. À tout de suite. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Lille-Metz, une rentrée en passant par la Lorraine. Première journée de championnat. Un match nul arraché dans les dernières secondes par le Kral. Même si au passage, j'ai cru comprendre que le but ne lui a pas été accordé. En fait, on a considéré que c'était un CSC de Ukidja. On fera un petit tour rapidement là-dessus pour avoir votre sentiment. Comment avez-vous vécu ce match? Damien, on va commencer par toi. Bah, mon avis, c'est que c'est très bien de mettre 3 buts et c'est pas bien d'en prendre 3, donc ça fait un chantier. Damien Lapadis. Alors bon, déjà, je vais pas dire que j'étais un supporter neutre, mais je pense qu'on a vécu un très bon match, indépendamment de. Enfin, c'était un match très agréable, indépendamment de son déroulement. J'ai trouvé la première demi-heure excellente. Je la trouvais même beaucoup plus variée dans le jeu que l'année dernière. C'est-à-dire que je trouvais que l'année dernière, je vais pas critiquer Galtier parce que c'était formidable ce qu'il a fait. Mais si on peut lui reprocher des choses, c'est que parfois on a été une superbe équipe de handball l'an dernier. C'est-à-dire qu'on était très bon jusqu'à l'approche de la surface de réparation, et après on tournait autour de la surface et on ne trouvait pas de solution. Alors que là, m'a-t-il semblé que ça allait beaucoup plus vite devant. Ça a été récompensé logiquement par un but, et après il y a une demi-heure de trou noir avec une défense globalement et des arrières latéraux qui n'ont pas été flamboyants. Et après, ce qu'on peut souligner, c'est la capacité de réaction du groupe, cette envie manifestement d'aller chercher l'égalisation, symbolisée par ce but de Burak Ukidja à la dernière minute, à la dernière seconde. Donc voilà, il y a un chantier derrière, ça on le savait. Enfin, en tout cas, il y a des choses à corriger. Je ne sais pas si c'est la faute du gardien, comme on l'a souligné tout à l'heure. Je pense qu'il n'y est pas pour grand-chose sur les 3 buts, mais en tout cas, il y a eu des manques derrière. Mais l'état d'esprit est toujours là, et ça m'a semblé vraiment très positif. Stéphane, continuons ce tour de table. Comment as-tu vécu globalement ce match? Oui, moi j'étais en famille, donc c'était sur le téléphone portable, et quand j'ai commencé, on était déjà à 3-1, donc je me suis dit, la Lorraine, mais c'est une quiche Lorraine, et donc un petit peu de doute quand même. J'ai pas bien vu ce qui se passait, donc j'ai regardé après en replay sur MyCanal pour revoir la globalité du match. Donc c'est vrai, un très beau départ, ça jouait vite. Alors ça jouait vite aussi parce que Metz se jouait. Donc les deux équipes ont ouvert le jeu. Et d'ailleurs, si Metz, à moi à la place je comprends pas Antonetti, j'aurais fermé les 10 dernières minutes, alors que les gars ont encore attaqué à 2. Ils ont même failli avoir une belle occasion. Mais c'est aussi ce qui provoque l'égalisation quelque part, parce que ça laisse des brèches derrière. Ça c'était tant mieux pour nous. Mais ça m'étonne d'Antonetti. Il a dû pester dans le vestiaire. Oui, ça jouait pas mal. Alors j'ai moins compris ce trou d'air que l'on a eu. J'ai la sensation que c'était plus lié au milieu. Pour qui, pourquoi, il y a Sisi ou pas, je sais pas. Mais on tenait pas beaucoup la balle au milieu. Et ça revenait très vite sur les côtés un petit peu light, surtout côté gauche, où ils ont percuté pas mal de ce côté-là. Et après, quand on a commencé, il y a l'expulsion, mais indépendamment de ça, on sentait quand même qu'il y avait l'envie de tous les joueurs. Ça se voyait sur leur visage, sur la manière de récupérer la balle et de la remonter très rapidement. On sentait qu'on avait envie d'y aller. Et bizarrement, je me suis dit, on va égaliser, on va le faire.
Et bon, il y a la tête de André qui est un petit peu vache aussi sur le fait qu'elle soit annulée. Le hors-jeu, il faut vraiment aller le chercher aussi, celui-là. Donc, enfin, la mécanique s'est mise en route et après tout est reparti. Donc, est-ce que c'est une question de volonté? À un moment donné, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on est champion, trophée, on gagne à 0, on peut la faire cool. Je sais pas. Ou s'il y a eu un trou d'air, ou Metz a continué sur la même lancée et c'est rassurant. Enfin, je comprends pas trop bien. Mais par contre, une très bonne dynamique. J'ai trouvé un bon Sanchez. Et quand je parle du milieu, peut-être mes années de foot milieu de terrain qui me font que je pense que là, même si on a pas mal de joueurs, ils ne sont pas tous du même niveau. Donc il faut qu'on fasse gaffe avec ceux qu'on va vendre, ceux qu'on va garder. Bon, même si on a un nouveau joueur, a priori, on en a qui est du box-to-box, on a besoin de ce style de joueur. Et aussi de quelqu'un qui épaule André à côté de lui. Par contre, j'ai trouvé et j'ai apprécié l'entrée la qualité des entrants. On va revenir sur les joueurs après ce premier tour de table. On va rester sur les impressions générales, si tu veux bien. Christophe, Est-ce que toi aussi tu as constaté un trou d'air? Est-ce que tu penses, par exemple, qu'il y a eu un fait de jeu, c'est l'expulsion de Kouyaté, si je n'extropie pas son nom. Est-ce que l'expulsion de Kouyaté a changé la phase du match? Je ne vois pas pourquoi vous rigolez. Kiki Kouyaté. Une explosion de Kouyaté, ça avait pensé à la grenade dans les Monty Python. Non, mais voilà. L'expulsion, elle est normale parce qu'il fait n'importe quoi. Un peu comme l'enfant. Après, il arrive et qu'il ne sait pas s'il joue le ballon ou le bonhomme, qu'il sur les deux pieds en avant, bon, bah, tu le sors, c'est qu'il est fatigué, c'est pas grave. Alors moi, sur le ralenti, j'ai pas l'impression qu'il touche vraiment le joueur, mais par contre, dans l'intention, il part avec les deux pieds en avant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que je dis, il touche rien, il fait juste n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, c'est tout, hein, il fait n'importe quoi. Après, moi, ce que j'ai trouvé, alors ça a changé le match, ça peut-être, parce qu'en effet, les changements qu'il y a eu derrière, ça fait qu'on a plus d'espace. Mais il y a surtout le fait que je trouve qu'on a changé de façon de jouer, ce que disait Damien aussi, c'est qu'on essaie de construire beaucoup plus de derrière. Alors, il ne faudrait pas qu'on arrive à l'époque Bilcha, sinon on est mal barré. Surtout qu'on a un gardien qui a plus de mal au pied. Mais on a essayé vraiment de construire beaucoup plus derrière. Et ce que disait Gourvenec à la fin du match, il disait il y a des moments, il y a des remises intérieures, il faut faire gaffe. Et en effet, il faut les assurer. Et si vous regardez le match, moi j'ai regardé une deuxième fois, parce que j'ai regardé une première fois, je vais dire en famille, pour faire simple, avec des amis, tout ça, mais voilà. Et donc du coup, j'ai pas très bien vu. J'ai regardé après pour revoir le match, pour voir comment c'était passé. Et c'est vraiment le problème qu'on a eu. Pour moi, le problème, c'est même pas la défense dans la défense, c'est le problème de relation défense-milieu. C'est-à-dire que même Botman et Fonté, des fois, ils ont balancé des scuds alors que la balle, elle devait la ramener tout près. Ou des fois, ils ont joué tout près alors qu'il aurait mieux fallu jouer dans l'espace. Et il n'y a pas toujours l'appel dans l'espace. Enfin, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à améliorer entre la relation entre les deux. Surtout qu'on a positionné Yazici au milieu pour avoir un peu plus le ballon. Et si on veut jouer comme ça, il va falloir changer notre façon de jouer, quoi. Parce qu'après, Yazici, j'en ai un peu après lui en première vision. Quand j'ai revu le match, je trouve qu'il n'est pas un mauvais match, Yazici. Même remarque, on va parler des joueurs après, Christophe. Voilà, si tu veux je veux dire, mais, voilà, le problème pour moi, c'est la relation milieu-défense qu'il faut vraiment retravailler et continuer à travailler si on veut jouer comme ça. Si on ne veut pas jouer en première intention tout le temps, si on veut jouer en redoublement de passe à l'arrière avant de partir, ben, il faut vraiment qu'on soit très précis là-dedans. Dès qu'on perd un ballon, c'est dangereux. Julien, ton avis sur ce match, il va dans le même sens? Ouais, beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'aimerais vraiment insister sur l'état d'esprit. On a un état d'esprit qui est incroyable. On est mené 3-1 un quart d'heure de la fin et on finit à 3-3. Et sans la VAR, parce que seule la VAR pouvait détecter ce micro hors-jeu, le but d'André était validé et on gagnait ce match. Donc, il y a un état d'esprit dans ce groupe qui est incroyable et qui est l'héritage de ce qui s'est passé l'an dernier. C'est-à-dire que les gars baissent jamais les bras. En revanche, le collectif est en rodage. L'organisation de l'équipe, ce que vient de dire Christophe, est en rodage. Et c'est obligatoire avec des joueurs qui ont joué l'Euro, qui sont revenus il y a 15 jours, 3 semaines, qui sont encore en période de réathlétisation. Il ne faut pas s'attendre durant le mois d'août, je pense, à des merveilles du LOSC parce que les gars reprennent et à des niveaux différents. On a fait une campagne de matchs amicaux qui était loin d'être extraordinaire, comme souvent ces 2 derniers étés. J'ai regardé un peu ce qu'on faisait habituellement. Régulièrement, c'est 2 défaites, un nul, une ou deux victoires, ça ressemble à ça. Si on reprend le trophée des champions, on n'a pas prévu d'en parler, mais
Mais Trophée des Champions, c'est au mental hein, qu'on est allé se le gagner. C'est pas sur le jeu flamboyant du LOSC. Non, c'est dans la tête. Et c'est encore une fois ce groupe qui possède un état d'esprit qui est incroyable. Et que, et pour l'illustrer, je retiens encore une fois, vous allez me dire, t'es que sur les anecdotes, mais je retiens 2 anecdotes. C'est d'abord le sourire de tous les gars quand Botman a marqué de la tête. Et je le sais bien parce que vous le savez aussi. Je pense que toute l'année dernière, j'ai parié sur un but de la tête à chaque match de Botman. Il n'a jamais marqué, donc il m'a fait perdre beaucoup d'argent. Et il marque sur ce premier match. Et il y avait des gros sourires, des grands sourires de tout le monde. Il y avait du chambrage de tout le monde. On sentait vraiment une bonne ambiance et une joie sincère de voir Sven marquer enfin, parce qu'il doit le faire très régulièrement à l'entraînement. Il ne faut pas rêver. Vu sa taille et son jeu de tête, c'est évident. Et donc tout le monde était heureux. Et puis après, il y a quand Bourak prend ce carton jaune injuste qu'il ne mérite pas. Quand j'ai vu Bourak s'énerver, j'ai dit « Oh putain, ils viennent de réveiller le monstre. Les mecs ne savent pas ce qu'ils viennent de faire. » Et au moment où je le disais, je regardais l'écran et il disait 3 fois « fuck off » au mec qui était à côté de lui en l'envoyant chier. Et je dis « C'est des grands malades de faire ça. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Déboulé à la 96e, la fameuse 96e qu'on aime tant. Et Bourak nous met ce but pour aller chercher le match nul. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai pris beaucoup de plaisir. Parce que ce qui te fait faire un beau championnat, c'est la mentalité plus qu'autre chose. Et la mentalité de gagnant, elle est toujours là, quoi. Avant de passer la parole à Arnaud pour avoir son avis sur les internautes, je vois que ça galère un peu là sur le chat pour trouver le 3e gardien. Comme j'ai vraiment envie de faire gagner la place pour le Galtierico, je vais donner un indice et je préviens, notamment, je préviens. Non, il a été trouvé celui-là, il a été trouvé. Donc c'est bien, les 2 premiers sont bien Butel et Vimbé. Et pour le 3e, je vais vous donner un indice. Préparez-vous à taper tout de suite sur votre clavier, champion du monde. Ah, disons, ouais. Moi, j'aurais dit sans gants. Sans gants, j'aurais dit. Sans gants aussi. Sans gants. Ou alors toujours faire ça. C'est pour les tintinophiles. Arnaud, on t'écoute. En attendant la réponse des internautes, on t'écoute. Quel est ton avis sur ce match et quels sont les retours des internautes sur les chats? Pour moi, sur le match, ça a été vraiment un nul miraculeux, on va dire. J'ai vu le match de Lille comme un peu le match de l'année dernière, Lille-Brest. Enfin, Brest-Lille, pardon. On commençait à patauger et c'était juste après un match de Coupe d'Europe. Alors, est-ce que les Lillois ont pensé que c'était Lille-PSG, c'était un match de Coupe d'Europe? Et on sait jamais, bon, c'est mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça a été, ça a été trouvé. L'Osquier l'a trouvé. Voilà. Alors, voilà, bravo L'Osquier. Effectivement, le 3e était la mort. Bon, c'était pas compliqué après avec les indices. Tu nous laisseras un numéro de téléphone en privé. Et, on te rappellera pour convenir la façon dont tu pourras bénéficier de cette place. Oui, donc voilà. Donc c'était pour moi la copie conforme de Brest-Lille. Le fameux dimanche après-midi, après la Coupe d'Europe, où on s'est fait un peu balader, malgré qu'on a marqué en premier, ce coup-ci. Et comme les journalistes disaient, dès que Lille marquait, Lille ne perdait pas. Et c'est ce qu'ils ont souligné ça à Canal+ pendant le match. Et ça a été vrai à la 97e minute ou 96e minute. On a égalisé. C'est vrai que ça a été au mental, je crois. Le nul a vraiment été au mental, parce que je les voyais pas gagner, hein. Je m'étais dit, Metz était costaud, l'air de rien, ils ont bien joué, et ils ont montré qu'ils méritaient leur place en Ligue 1 et qu'ils pouvaient faire de bons résultats par la suite. Mais nous, on l'a eu au mental. On a été un peu déstabilisé, je crois, par la fougue messine. Et c'est vrai qu'après le but d'André, la VAR, ouais, elle est bien gentille. Mais je pense que ça a été vraiment une demi-chaussure. Ils auraient pu le laisser passer, mais bon, enfin bref, c'est pas grave. La VAR est pas ingrat. Ouais, là franchement, ouais, il y a des trucs. Je suis sûr que cette année, avec la VAR, on verra des choses que, on va se dire, le but d'André, il valait 100 fois. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on a on n'a pas perdu. Et c'est déjà bien. C'est vrai que marquer 3 buts, c'est bien. Encaisser 3, c'est moins bien. Il est 21h08. Je vous propose de terminer sur cette rencontre Metz en nous ressortant les joueurs que vous avez préférés, vos tops et vos flops parmi les joueurs et les remplaçants du LOSC, et éventuellement quels sont les joueurs que vous avez préférés à Metz. Qui veut commencer cet exercice? Involontaire. Julien, allez, on t'écoute.
Allez, André, pour l'ensemble de son œuvre, pour son but refusé et pour la lucidité de son analyse à la mi-temps, quand tu vois la qualité de cette analyse alors que le mec est encore essoufflé, etc., tu vois l'intelligence supérieure de ce garçon. Moi, je ne serais pas surpris que dans quelques années, s'il en a envie, ce soit un super entraîneur, parce que quand tu es capable de ça, c'est quand même très très fort. Évidemment, Bourak pour l'état d'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu que les mecs réveillaient le monstre, je me suis dit, ils sont complètement cinglés, et ça n'a pas manqué, parce qu'on commence à connaître notre Kral, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et Eliadji, en tout cas dans mes tops, hein, c'est une entrée en jeu qui est mitigée, mais il met quand même une passe décisive qui est très belle, et j'ai aimé ses efforts, son repli défensif, parce que c'est quand même un gamin de 19 ans qui est très offensif, et je l'ai vu faire les efforts et ça m'a plu. Et dans les flops, Jardim qui fait pas d'arrêt décisif, Sanchez pour son attitude que je vais qualifier de dégueulasse, à râler sur les autres, en particulier sur 2 actions où il fait des centres pourris que personne ne peut jouer et il râle sur les autres. Ça me paraît absolument aberrant, son attitude, et ça m'a écœuré. Et Botman, je le mets entre les deux, entre les tops et les flops, parce que j'étais hyper content qu'il mette son premier but. Mais en même temps, son CSC, grand, forcément. Quand tu tacles comme tu as taclé là, tu risques en effet un fort bon, et c'est ce qui s'est passé. Christophe, tes tops et tes flops. Moi, mes tops dans le jeu, je vais mettre Yazici, parce que franchement, en re-regardant le match, je me suis dit qu'il s'est battu comme un beau diable et qu'il a essayé de tenir sa place et de tenir le ballon. Il n'était pas si mauvais que ça. Je pense que si on avait mieux joué avec lui, on aurait pu gagner en ballon. Je vais mettre les remplaçants, Ikone et Liadji, qui font une super entrée tous les deux. Parce qu'Ikone, quand même, il va piquer le ballon au Messin, il met la balle sur le côté et il est à la réception de centre de Liadji, parce que Liadji fait 2 passes de but, pas une seule, il fait 2 passes de but. Ouais. Et le repositionnement de Liadji qui était très bien à gauche aussi. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Dans les flops, je mettrais David. Il faut qu'il se réveille avant le mois de décembre quand même, parce que là, il y a quand même pas montré grand-chose. Et bon, il ne va pas le faire ça tous les ans non plus. Et puis même chose que Julien Sanchez, qui était, tout à l'heure, je ne sais plus que c'est Arnaud qui était bon. Pour moi, il a été à chier, parce qu'il n'est jamais au bon endroit. Il y a des trous sur son aile, parce qu'il est parti sur l'aile gauche alors qu'il est milieu droit. Et ses centres dégueulasses où il râle sur tout le monde, alors qu'il y a eu des actions très dangereuses en plus, et il n'a rien fait avec. Bref, quand je l'ai vu jouer que le Portugal contre la France, je me suis dit, putain, ça c'est du grand Sanchez. Je le vois jouer contre Metz, c'était un très mauvais Sanchez, mais c'est le joueur, il est comme ça. Un jour il est très bon, un jour il est très mauvais. Ça va avec. Damien, est-ce que tu as envie de nous faire part de tes flops et de tes tops ? Ouais, moi comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé André. Effectivement, comme le disait Julien, c'est quelqu'un qui a un discours en plus toujours très réfléchi. Enfin, j'adore ce joueur, j'adore le bonhomme, j'adore ce qu'il dit. Il a été très bon et je regrette le but refusé. Alors déjà par principe, parce qu'on ne refuse pas un but à Benjamin André. Et puis vraiment, je trouve que dans l'esprit, alors qu'il me semblait que des consignes avaient été données, et moi on m'a toujours dit que depuis tout petit, dans le doute, on favorise l'attaque. Là, il y a une demi-pointure de chaussure. Enfin, ça me paraît vraiment... Bon bref, on est dans les tops et les flops. J'ai pas trop aimé le match de Reinildo. Je pense qu'il est clairement responsable sur l'égalisation. Et puis après, puisqu'on parlait aussi des adversaires, moi je trouve que Metz nous avait déjà bien embêtés l'année dernière. Et ils ont une façon de jouer, alors je devrais peut-être pas dire ça, mais un peu à la Lensoise. Ils sont intéressants sur leur. Ça va pas leur faire plaisir. J'entends pas rien, c'est normal. Va des rétros, Satanas. Ça coupe. Allô. En tout cas, je trouve qu'ils ont des arrières latéraux très embêtants, et Fabien Santonze et Thomas Delens sont des vrais poisons, et je les ai trouvés à chaque fois très dangereux. Voilà. Donc top Santonze, côté Metz. Il est top. Alors, moi, je rejoins l'analyse de Damien. Les Messins ont joué effectivement à la Lensoise. Surtout d'ailleurs, le joueur qui s'est fait expulser, il nous a fait un très beau remake de Clément Michelin. C'était remarquable. On aurait cru l'original. On aurait cru l'original. Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Bon, ça peut à peu près ça, ouais. Un peu déçu de la défense quand même. Le top, c'est je vais rester global sans trop citer. Le top, c'est la hargne et puis l'état d'esprit. Et le flop, c'est un peu le côté à l'inverse. En fait, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme
Jekyll et Mr. Hyde. Il y a eu un peu les deux. Donc il faut qu'on trouve notre équilibre dans les prochains matchs. Et il y en a un beau qui arrive pour justement voir si on a progressé dans ce sens-là durant la semaine. Arnaud, est-ce que tu veux conclure ce tour de table? Est-ce qu'il y a des avis sur les réseaux sociaux? Alors oui, il y a Rico qui disait que, comme Damien le disait, les latéraux messins étaient vraiment excellents. Franchement, il y a pas à dire. C'est vrai qu'ils ont été vraiment très très bons et ça nous a empêché parce que c'est vrai que les autres années, on partait bien sur les côtés et là, c'est pour ça que Renildo on l'a pas vu aussi. Donc c'est un peu pour ça. Alors au niveau des tops, ouais. Alors Yazici aussi. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai vu les stats de Yazici. Il a quand même récupéré 13 ballons durant tout le match. Je pensais pas qu'il avait récupéré autant. Je pensais qu'il était beaucoup plus mauvais là-dedans. Mais non, même pas. Donc, parfait. Après, je t'interromps, Arnaud, il a 89%, toi qui aimes bien les stats, 89% de passes réussies. C'est lui qui a eu le plus gros taux de passes réussies du match. C'est ça, ouais. Et puis il a récupéré quand même 13. Ouais, c'est énorme. Je pensais pas. Hein. Franchement, sur le match de la télévision, je voyais pas comme ça. Donc, moi, je l'ai vu, j'ai pas trouvé les stats. Hein. Ouais, mais je voyais pas comme ça. Après, c'est que Botman pour son but, enfin, on va dire, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il avait pu marquer, et tant mieux, ça fait plaisir d'en l'avoir. Et puis André, c'est vrai que, et puis on va dire aussi les remplaçants, qui ont bien su, Liadji surtout, Liadji qui a su rentrer dans le match comme il faut, alors que l'année dernière c'était un peu plus dur, on va dire. Dans les flops, c'est vrai qu'il y a, comme le dit Boris, Bamba. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais Bamba il nous loupe un but tout fait. Le ballon tout seul devant le gardien, il tombe en avant. On se demande pourquoi, mais bon. Après, c'est vrai que... Il voulait mettre de la tête. Ah, je sais pas, mais bon, il a fait ça. Renildo, ouais, c'est vrai qu'on a été transparent, mais c'est peut-être à cause du buteur, de double buteur messin. Et voilà, là-dessus, pour ça. Mais tu nous disais avant l'émission, Arnaud, que tu mettais Gourvenec dans tes tops, je crois. Non, pas du tout. Julien, tu m'as piqué ma blague parce que je trouvais aussi que en dehors des tops et des flops que vous avez cités, moi j'avais deux sujets sur ce match. D'abord, je voulais mettre dans mon top Gourvenec parce que son coaching a été en tout cas marquant, c'est dans tous les sens du terme. Mais ça c'est pour énerver Arnaud, donc c'est une petite blague privée. Et je voulais quand même aussi revenir sur ce pari de Gourvenec de mettre Yazici en milieu plus défensif. C'est vrai que c'est un pari qui est différemment commenté sur les réseaux. Certains trouvent que physiquement, il a manqué un peu de pointure et ça peut expliquer notamment le trou d'air à la 30e minute. Et d'autres qui reviennent sur ses statistiques, sur la qualité de son jeu, de ses passes et qui finalement peut laisser entendre que c'est un vrai sujet, alors que à ce poste-là, il y avait d'autres joueurs qui étaient disponibles malgré la suspension de Xheka. Je rappelle, il y a Chaknias qui a jamais déçu quand il est rentré. Onana est peut-être un peu tendre, il vient d'arriver, donc c'est peut-être compliqué de le faire démarrer en Ligue 1. Mais il y avait d'autres solutions, et le fait de travailler cette solution Yazici, ça démontre peut-être une vraie volonté de jouer, une vraie volonté de gagner en technicité finalement au milieu de terrain. Et c'est un vrai pari, Yazici, je crois, en numéro 6 ou 8 ou je ne sais quoi. Mais ça me paraît un vrai pari de Gourvenec, un premier choix fondamental dans la gestion de son groupe. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Damien, je te vois faire un petit signe. Tu as vite compris le principe de l'émission. On fait un signe et on te passe la parole. J'ai beaucoup suivi l'an dernier. Non, mais sur Yazici, je l'ai trouvé assez intéressant sur son poste là, de numéro 6, je ne sais pas comment le dire. Après, l'ambivalence avec les joueurs polyvalents, c'est qu'on ne sait jamais si en fait, c'est des joueurs qui sont très bons nulle part. Parce que Yazici, on l'a vu à plusieurs postes. Numéro 10, attaquant, il a eu quelques périodes où il a été bon, notamment l'automne dernier. Et finalement, il n'a jamais été très convaincant sur le long terme. Alors, je ne sais toujours pas quoi penser de ce joueur, en fait. Mais en tout cas, je l'ai trouvé intéressant par séquence à Metz. On verra sur la saison. Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Non, Yazici, j'avais déjà mis dans mes tops, mais il y a quand même un problème avec Metz, c'est Antonetti. Pourquoi il nous en veut comme ça, quoi? Sérieusement, à chaque fois qu'on joue contre Metz, on a une équipe de fous en face de nous, je dois les chauffer à bloc. Et l'année passée, à la fin du match, il ne sait pas dire que Lille va être champion. Oui, je m'en fous, je m'occupe de Metz. Et là, c'est pareil, à la fin du match, il est encore bon. Tout le match était tout bon.
qu'est-ce qui s'est passé avec le LOSC? Alors, vu que Damien est là, j'en profitais. Il y a un complot, Anthony dit, contre le LOSC, qu'il se passe quelque chose. Je voulais savoir ça. Moi, j'ai une explication. C'est qu'à chaque fois qu'il rencontre le LOSC, il croise des anciens techniciens qui étaient là à son époque et qui lui disent à chaque fois, t'as le bonjour de Pavard. Et ça l'énerve. Ou alors, c'est les propos d'Arnaud sur les Bastiers qui l'auraient un peu remonté. Peut-être ça. Hein. C'est bien aussi, oui. C'est possible. Je vous propose, il est 21h18, de terminer avec cette deuxième partie et ce Lille-Metz pour nous diriger pour la troisième partie de l'émission. Donc Lille-Nice, Pierre Mauroy qui ouvre avec le Galtierico, le retour de Christophe Galtier à Lille quelques semaines après avoir quitté le club. Quel accueil lui réserver? Comment va-t-on gérer ce match? Quelles sont les chances des uns et des autres pour ce match, qui est déjà un premier tournant du championnat? On pourra s'étalonner par rapport à un des outsiders du pressenti du classement de Ligue 1. Comment accueillir Christophe Galtier? Qui veut commencer? Julien. Tu connais déjà ma réponse. Je sais bien, mais il fallait bien commencer. On l'accueille le mieux possible. On l'accueille comme un mec qui nous a fait connaître 4 années incroyables, parce que du sauvetage, de la non-descente en D2 avec ce match incroyable à Toulouse jusqu'au titre de champion. C'est un mec qui nous a emmenés au sommet. Ne pas croire qu'il avait la meilleure équipe de France, c'était pas le cas. Ne pas croire que tout a été un long fleuve tranquille, parce qu'on sait très bien que l'an dernier, il y a eu des conflits dans le vestiaire, des mecs qui se sont mis sur la gueule. Ça a été une année qui est compliquée. Donc, c'est un super manager. C'est pas juste un bon communicant, comme je lis parfois sur les réseaux sociaux. C'est ridicule de réduire son travail à c'est un bon communicant et Campos, tu as donné l'équipe. C'est bien plus que ça. Donc, évidemment, comme on sait le faire à Lille, on va l'accueillir sous les applaudissements, parce que on lui est redevable d'un titre incroyable. Et je pense vraiment que c'est un bon mec. Alors, évidemment, encore aujourd'hui, on lit une interview, une pseudo-interview. Moi, je ne sais même plus quoi penser pendant ces moments du père de Bourak, qui dirait que Bourak veut aller à Nice, que Nice lui fait un pont d'or, que c'est lui qui ne veut pas le lâcher. Donc, évidemment, on lit sur les réseaux sociaux, « Ah, Galtier, cet enfoiré, il veut récupérer Bourak ». Bon, je pense que, comme toutes ces rumeurs sur les entraîneurs et sur les gardiens, il faut laisser ça un peu derrière. Il faut se reposer sur des choses très pragmatiques. Qu'est-ce que nous a apporté ce mec? Est-ce qu'on était fiers de l'avoir en entraîneur? Est-ce qu'on était fiers des valeurs qu'il véhiculait? Est-ce qu'on était fiers de ce que les joueurs nous ont montré sur le terrain grâce à lui? Et moi, toutes ces questions, je réponds oui. Donc, malheureusement, je serai encore en vacances. Je ne serai pas au stade, pourtant je suis abonné. Mais derrière ma télé, je l'applaudirai, je me lèverai quand il arrivera et qu'on le verra à la caméra, ouais, clairement. Alors, le bilan de Galtier-Losk, il est indiscutable. Je crois qu'il n'y a pas sujet à discussion. Tu parlais qu'on lui reprochait d'être un bon communicant. Je pense que justement, on lui reproche sa communication depuis son départ sur les conditions de sortie, les conditions contractuelles. Maintenant, on lui reproche effectivement des contacts avec des joueurs du club. Ça fait un peu partie du jeu. Hein. Je crois qu'un entraîneur quitte un club pour aller dans un autre, souvent il ramène des joueurs de son ancien club. Garcia l'avait fait à Lille en ramenant des Manceau. C'est un peu Galtier. Je ne sais pas s'il l'a fait avec Bamba. Je ne sais pas si Bamba est arrivé avant ou après Galtier. J'ai un doute là-dessus. Mais c'est un réflexe naturel. Mais c'est plus sa communication que certains lui reprochent sur le net. Qui est un peu réservé sur l'accueil de Galtier? Quelqu'un veut prendre la parole, ou au contraire, vous êtes du même avis que Julien, il faut l'accueillir? Réservé, il n'y a pas à être réservé. C'est clair qu'il faut le remercier de toutes ces années et bien l'accueillir, ce serait la moindre des choses. Après, bon, on est un peu déçus, c'est comme tous les amours, quand il y en a un qui part, forcément, c'est de sa faute. Comme tu dis, ça fait partie du jeu, même s'il y a des choses qu'on aimerait que ça se fasse différemment, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Après, c'est un match qui arrive peut-être un petit peu tôt, mais ça veut dire que celui qui gagne est le meilleur entraîneur, si on revient sur nos échanges de tout à l'heure du début. Donc ça va être sympa à voir sur ce côté-là. Et je pense que, je ne veux pas dire que ça soit là-dessus, mais ils vont y penser tous les deux, quoi, avec Gourvenec.
J'aurais aimé l'avoir un peu plus tard dans la saison, ce match-là, par rapport à ça, mais bon, c'est un bon coach et on est un bon public et il faut qu'on soit à la hauteur, quoi. On verra, mais c'est pas forcément le mauvais moment pour affronter Nice, parce ils ont beaucoup changé de joueurs et ils semblent avoir quelques petits soucis de réglage en ce début de championnat. Damien, comment tu vois le retour de Galtier à Lille? Enfin, il n'y a pas de scoop, hein, il ne revient pas à Lille, il revient au stade Pierre-Mauroy avec Nice, hein, je rassure les internautes. Non, il n'y a pas de débat. Il doit être applaudi, remercié, évidemment. Enfin, je rejoins tout ce qu'a dit Julien, surtout le travail qu'a fait Christophe Galtier à Lille depuis son arrivée. Mais en revanche, je me dis, tous les applaudissements qu'il va avoir, c'est autant d'applaudissements qu'il n'y aura pas pour Gourvenec. Enfin, bêtement, je me dis qu'il y a une espèce de jeu de vase communicant. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en avril-mai 2003, je ne me rappelle plus bien. Il y avait eu Lille-Rennes, si vous vous rappelez. Ouais. Et Lille n'était pas très bien en points. Et Rennes était entraîné par Vahid Halilhodžić. Et l'ombre de Vahid planait encore beaucoup sur Grimont-Pré. Puel était très contesté. Et arrive ce Lille-Rennes où Vahid arrive comme un empereur romain à Grimont-Pré et il se fait applaudir. Et il y avait vraiment un enjeu sur de quel côté va basculer le public, en fait. Alors, je pense qu'on n'en est pas là parce que les enjeux sont différents. Mais ça m'a rappelé un peu ce moment où voilà, le cœur des Lillois battait entre deux personnes, quoi. Galtier, Gourvenec là, parce qu'on se doit quand même de bien accueillir Gourvenec et je pense que ce bon accueil va être un peu ombragé par le bon accueil qu'on se doit de faire à Christophe Galtier. Mais bon, c'est pas des gros problèmes, ça. Christophe, tu seras présent au stade. Alors, tu siffles ou tu applaudis? Non, je chiffre pas, mais Damien, je pensais exactement la même chose. Après, Vahid, c'était devenu l'idolâtrie, quoi. C'était n'importe quoi, quoi. Et Vahid, il mettait un parapluie, tout le monde applaudissait. Il mettait, enfin, ça ne ressemble à rien, quoi. C'est bon, ça va. Voilà, c'est que des gens qui sont bien, d'accord. Mais donc Galtier, je pense qu'il faut l'applaudir un peu au début du match. On va faire à l'anglaise. Et si on gagne, on l'applaudit beaucoup à la fin. Si on perd, on l'applaudit encore à la fin. À la Giroud, stop. Sorry, good game. Voilà, on va faire ça. Arnaud, qu'en penses-tu? Quelles sont les réactions sur les réseaux sociaux? Ah bah après c'est vrai qu'il y a Losky qui dit ce serait honteux de siffler Galtier. C'est vrai que ce serait inadmissible de le siffler. Après c'est que faut pas. C'est exactement comme Damien le dit. J'allais le dire la même chose, mais Damien m'a coupé là. C'est vrai que c'était ça. Hein. C'est Galtier va revenir comme si Vahid revenait au stade. Et c'est vrai que le prendre au bout de la deuxième journée, c'est un peu dur parce que je pense que Galtier aura énormément d'applaudissements. Ça, j'en suis sûr et certain. Pas comme Christophe le dit, où ça va être simplement un petit truc comme ça, mais je pense que ça va être bien accueilli. Mais alors, ce qui est dommage, c'est qu'à Lille, ils annoncent l'équipe adverse en premier. Donc l'entraîneur. Donc on va attendre la différence, on va écouter la différence au niveau sono pour savoir si on a applaudi plus Galtier ou on a applaudi autant Gourvenec ou pas. Il faudra faire confiance à François, notre speaker préféré, voilà. Pour justement faire monter la pression et accueillir Gourvenec dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte effectivement particulier de ce Nice-Lille. Nice-Lille, ça reste avant tout un match, pas seulement le retour de Christophe Galtier. Comment vous voyez ce match entre deux équipes qui ont commencé par un match nul? Alors Nice a été plutôt décevant pendant ces matchs amicaux, une défaite face à Lausanne, une défaite face à Bastia, une victoire contre Kiev, une défaite contre Berlin et un match nul contre Milan et un démarrage plutôt poussif en championnat avec un 0-0 tout triste face au Stade de Reims. Comment voyez-vous ce premier match, cette première rencontre? Julien, on va commencer par toi. Allez, moi je vois une victoire plutôt large. J'ai un copain lensois, pas tapé. J'ai un copain lensois, Jean-Julien, qui était à Nice ce week-end. Mais c'est un mec de qualité puisqu'il venait à Grimont-Pré-Joris au début des années 2000, donc il avait compris que le football c'était pas que le Stade Bollaert. Donc il était à Nice et il m'a dit il y a énormément de boulot dans cette équipe de Nice. On n'a pas vu de jeu. Il va falloir qu'il bosse beaucoup. C'est vraiment une construction qui est totale. Il y a tout à bâtir. Il a même précisé, même dans l'ambiance du stade. Donc c'est un petit peu dur parce que Nice connaît plutôt globalement une
souvent une bonne ambiance. Ça, c'est Mais sur on les s'en commentaires fout. classiques des Lensois, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler d'ambiance dans le stade. Hein. C'est ça. Exactement. Mais toujours est-il que, au regard de ce qu'il m'a dit, et je me fie à lui parce qu'il a un bon œil d'ex-footballeur, d'ex-gardien de but, je pense qu'en effet, c'est difficile, Nice, en ce début de saison. Je pense que Nice sera très bon dans 2-3 ans, mais que cette année, ça va être une année de transition. Et je pense qu'avec cette équipe, pour nous, qui n'a pas beaucoup bougé pour l'instant, et cet état d'esprit qu'on a vu ultra conquérant contre Paris et en fin de match contre Metz, je pense qu'on va leur marcher dessus. Ouais. Christophe, est-ce que tu es aussi optimiste par rapport au potentiel présumé des Niçois qui vont venir au Stade Pierre-Mauroy samedi? Si Nice tire autant au but que l'année passée, c'est bon, on n'a pas besoin de Jardim. C'est pas faux. Mais non, mais sinon, c'est la grande inconnue, Nice. Hein. Moi, j'ai juste vu les scores, j'ai même pas vu jouer. J'ai vu les commentaires qui disaient que c'était les Nice-Reims, c'était un match les plus ennuyeux qu'on ait vu de première journée. Enfin, le plus ennuyeux même. Donc voilà, en fait, c'est la grande inconnue avec une équipe qui est chamboulée complètement contre une équipe qui a presque pas bougé. Donc j'espère qu'on puisse faire un début de saison à la Lorient, tu vois, gagner 5-6 matchs sur les 8 premiers et se maintenir tranquille derrière. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais vu qu'on n'a pas trop changé, je pense que là, on peut, un peu comme Julien a dit, on peut gagner avec l'expérience et en corrigeant les quelques petites erreurs qu'on a faites à Metz. Stéphane. Oui, dans la continuité, je pense aussi. Un beau petit 2-0. Mais ce que j'espère, c'est, on parlait de l'hésitation du public, j'espère qu'il n'y aura pas d'hésitation des joueurs vis-à-vis de Galtier et qu'ils prendront le match à bras-le-corps dans la continuité de Metz, quoi, pour gagner ce match et avoir envie de le gagner. Mais sinon, si ça se met en place tout de suite, je vois bien un 2-0. Damien, tu vois que l'heure est à l'optimisme au bistrot d'Aélos sur ce match. Comment tu le sens? Pareil, moi j'ai pas vu jouer Nice, j'ai lu comme vous tous la reconstruction du club, donc du coup oui, je suis plutôt assez confiant et je me fie aux amis lensois de Julien. Hein. On en est là, on en est à se fier à des lanceurs. On change. Non, on va devoir changer nos invités pour les prochaines émissions. Hein. Arnaud, quel est ton avis sur ce match? Quelles sont les chances des uns et des autres? Est-ce qu'il y a des avis sur les réseaux sociaux? Justement, moi, pour ma part, je pense que ça va être un match piège parce que comme Galtier connaît quasiment tous les joueurs, donc il connaît vraiment toutes les tactiques des joueurs, donc ça peut être un match où on va faire nul ou on peut perdre parce que franchement, comme Galtier connaît tout le monde, il connaît la tactique, on joue quasiment pareil que l'année dernière, à part Yazici qui a changé de poste. Je viens de comprendre la tactique de Gourvenec en mettant Yazici en milieu défensif. C'est pour perturber, c'est ça. Peut-être. Mais j'ai un peu peur de ce match. Hein. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense pas à une victoire large. Moi, je pense plutôt à un nul. Bon, on aura fait notre tour des pronostics en une seule traite. Il est 21h31, on est à peu près à 1h15 d'émission. Je crois qu'on peut se permettre de terminer sur ces différents propos. Alors, je voulais féliciter Losquier 59, qui a donc gagné le premier jeu concours du Bistrot d'Aélos saison 2, donc avec, je vous rappelle la réponse. Alors, on peut l'applaudir, voilà, on l'applaudit. Bravo. Je vous rappelle, la question, c'était quels étaient les 3 gardiens qui avaient joué à la fois à Lille et à la fois à Metz, en dehors d'Oukidja, qui est actuellement le gardien de Metz. Et la réponse était Butel, qui me paraissait le plus difficile à trouver, mais qui a été trouvé en premier, Vimbé et Bernard Lama. Je voulais vous remercier donc d'être présent à cette émission. Je voulais remercier Damien d'avoir accepté d'être le premier invité de l'année du bistrot d'Allez-le-Los. Merci Damien. Et merci de l'invitation et au plaisir. J'espère que tu as pris autant de plaisir à participer qu'à regarder, comme tu le disais en début d'émission, donc l'année dernière. Et sache que le bistrot est ouvert. Hein, si vous souhaitez vous exprimer, nous avons maintenant les coordonnées de tout le monde. Je voulais remercier donc, les piliers de bistrot présents ce soir, malgré les congés. Donc merci à Christophe.
Merci à Julien, merci à François, j'ai un petit coup de gueule. Oui. Alors, c'est le coup de gueule de chaque année, heureusement pour nous, hein, quasiment, parce qu'on joue souvent en Coupe d'Europe. Mais ça me fait suer, que les places de Champions League, le prix des packs est sorti là, qu'on soit entre 30 et 70 balles la place pour aller voir des matchs de Champions League. Ça exclut énormément de monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de mettre entre 30 et 70 balles pour une place de foot. Et moi je pense que comme vous tous, que le foot, c'est un sport avant tout populaire. On aime le foot pour tous. Avec des prix pareils, c'est pas le foot pour tous. Pour le coup, nos abonnements en Ligue 1 à l'année, c'est le football pour tous, parce que tu peux être derrière les buts et on est sur des choses qui sont abordables, moins chères qu'une place de cinéma. En revanche, quand tu es entre 30 et 70 balles, ta place de foot, ça passe pas en Champions League. Donc voilà, je regrette ça, je suis toujours déçu. Il n'y a pas eu de grosse augmentation, hein. On est en gros sur une augmentation de 7% des places cette année par rapport à la Champions League il y a 2 ans. Mais je trouve que c'est toujours trop cher, d'autant qu'on sait très bien que ce qui rapporte de l'argent à un club de foot, c'est les droits télé, c'est les sponsors, c'est beaucoup les loges. J'aimerais qu'on ait une politique encore plus protectrice, parce que c'est pas chez nous qu'on paye le plus cher. Si on allait au Parc des Princes, ce serait du délire total. Mais malgré tout, moi j'aimerais que ce soit moins cher, qu'on puisse mettre 50 000 personnes à chacun des matchs de Champions League et qu'il y ait des places plus accessibles, par exemple pour les étudiants. Voilà. Alors peut-être que le responsable de la billetterie a pris au premier degré le tweet de Fonte qui disait qu'il était en contact avec Cristiano Ronaldo pour venir au LOSC, et il a peut-être cru que c'était vrai et qu'il fallait augmenter les recettes pour financer cette recrue du mercato. Est-ce que c'est pas vrai ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de confirmation ni d'information. Donc merci Julien, merci à Stéphane, merci à Arnaud, merci à tous les internautes qui ont participé à cette émission. Je vous rappelle que l'émission est en direct, donc le mardi soir à partir de 20h. Ou 20h15, qu'on a quelques petits soucis techniques, veuillez nous en excuser. Elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube du Bistré de la LOSC, qui n'a pas changé d'adresse. Elle sera mise en ligne dans quelques instants, dans quelques heures, dirons-nous, en tout cas au plus tard dans la journée de demain. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Bistrot. Est-ce que vous voulez connaître le nom de l'invité de la semaine prochaine? Je l'ai déjà. Ah oui, il est très enthousiaste, hein. Sur un but de lui, il était très enthousiaste. Absolument, il a fait preuve de beaucoup d'enthousiasme sur le but de Bourak à Metz. Ce sera Sylvain Charlet, qui est un habitué du bistrot, qui revient nous faire un petit coucou dans ce début de saison. Donc on est ravis de le recevoir la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne semaine, un très bon Galtierico samedi à 17h au Stade Pierre-Mauroy ou à la télé. Et à très bientôt. Allez le LOSC. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Allez le LOSC.